module sur la gestion des absences en paye, parce que ça a été demandé par plusieurs d'entre vous pour clarifier tout ça. Donc, on va regarder ensemble. Premièrement, on va reparler des absences, un peu vu en administration, du personnel. Effectivement, quand vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, et on va voir après l'impact que peut avoir l'arrêt de travail sur le bulletin de paie du salarié. Mais lorsque vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, vous avez plusieurs obligations. Premièrement, c'est transmettre ce qu'on appelle une attestation de salaire. Donc, transmettre les 3 derniers mois de salaire du salarié à la sécurité sociale. Donc, cette démarche, elle se fait soit via netentreprise.fr, je vous montre juste après comment ça fonctionne, soit via le logiciel de paye directement s'il possède ce qu'on appelle un machine-to-machine, qui est une partie du logiciel de paye qui communique directement avec le service de la sécurité sociale, soit par le CERFA que vous avez déjà rempli et qu'on va voir juste après. Quand le salarié reprend, vous devez effectivement le déclarer dans votre logiciel de paye et faire une DSN de reprise. Et si jamais l'arrêt est prolongé, vous devez effectivement faire une prolongation d'arrêt. Je vous rappelle que pour tous les arrêts maladie de plus de 30 jours, vous devez faire une visite médicale de reprise. Là-dessus, est-ce que j'ai des questions? C'est quelque chose qui devrait être acquis normalement. Super. Hop là, donc ça, c'est le CERFA que vous devez envoyer à la sécurité sociale. Donc je vous rappelle, vous mettez le nom, le prénom, l'adresse. Vous devez cocher si c'est de la maladie, maternité, paternité. Si on est sur l'attestation originale ou il faut coucher si c'est l'attestation rectificative. Vous mettez toutes les informations qui concernent le salarié, numéro de sécurité sociale, matricule, nom, prénom, adresse, code postal, etc. La date du dernier jour de travail, la situation à la date de l'arrêt. Est-ce qu'il était en congé avant son arrêt? Est-ce qu'il était actif avant son arrêt? Est-ce qu'il était déjà en maladie, par exemple? Alors, la date de reprise anticipée, attention, c'est pas quelque chose qu'il faut cocher souvent, hein, c'est quelque chose seulement si le salarié revient plus tôt que la fin de son arrêt initial. Activité à temps partiel, ce sont des erreurs que je vois souvent chez nos élèves. Vous cochez une de ces croix-là. C'est seulement si on lui proposait un temps partiel thérapeutique, ce qui est rarement le cas. Là, on vous demande de mettre le nombre d'heures qu'il a travaillé lors des 3 derniers jours. Donc, s'il n'a pas eu d'absence, le chiffre, c'est 151,67 fois 3, ce qui vous fait 455. Là-dessus, voilà. Si vous n'avez pas suivi les cours d'administration du personnel, revoyez là et le principe de mensualisation du travail. 151,67, c'est le nombre d'heures qu'on travaille par mois. Et là, vous devez mettre les 3 derniers mois de salaire. Donc, voilà, par exemple, s'il est en arrêt, là, on est le 25 octobre, on vient de recevoir son arrêt. Les 3 derniers mois civils sont septembre, août et juillet. OK? Donc, vous mettez ces 3-là. Vous cochez brut ou réduit selon ce dont il s'agit. En maladie, ce sera du brut. Et cette partie-là, vous la remplissez seulement s'il a été absent pendant les 3 mois dont vous parlez ici. Par exemple, s'il avait été absent en juillet, je devrais dire qu'il avait déjà été absent en juillet et du coup, il a eu une baisse de salaire. Donc, c'est normal que son salaire brut ne soit pas le même que d'habitude. C'est juste pour expliquer les écarts de salaire. Ça, c'est comment ça se marche sur Net Entreprise. Sur Net Entreprise, vous avez un accès qui est propre à votre entreprise ou à votre compte. Donc là, c'est le mien. Bon, vous ne voyez pas mon mot de passe pour autant, hein. Quand vous arrivez sur Net Entreprise, vous avez plusieurs types de déclarations. Donc, celle qui nous intéresse là maintenant, c'est celle des attestations de salaire. Donc, c'est une démarche alternative, hein, c'est-à-dire soit vous faites le CERFA, soit effectivement vous faites la démarche en ligne sur le site Net Entreprise. Donc, l'attestation de salaire, vous cliquez dessus. Là, ça vous ouvre, soit vous faites un arrêt initial, soit une prolongation d'arrêt, et vous sélectionnez maladie, maternité. La démarche est exactement la même. C'est juste que vous n'avez pas des cases à cocher, juste des champs à remplir. Voilà, le numéro d'immatriculation du salarié, nom de famille, nom d'usage, prénom, etc. Et enfin, toutes les informations. Date du dernier jour de travail, date de reprise, situation à l'arrêt. Ça reprend exactement les mêmes informations que le CERFA. Allez, ça c'était juste pour un petit rappel, pour se mettre dans le bain des absences. Maintenant, j'aimerais vous parler de qu'est-ce qui se passe quand un salarié est absent. Imaginez un salarié est absent pour diverses raisons. On va dire qu'il a eu des heures de retard. Vous ne le payez pas pour ces heures de retard, vous lui retirez de son salaire. Ou alors il était en absence injustifiée, ou alors il avait pris en congé sans solde, ou alors il a commencé à la moitié du mois, il n'a pas commencé le 1er janvier, mais il a commencé le 15 janvier. Tout ça, ce sont des absences qui doivent avoir un impact en paye. Il y a 8 méthodes pour décompter les absences. Je vous rassure, on ne va pas voir les 8 aujourd'hui, on va voir la seule qui nous intéresse, nous. C'est celle qu'on appelle le décompte en heures réelles du mois.
C'est la seule méthode aujourd'hui validée par la Cour de cassation. Donc, c'est la seule méthode qui est reconnue juridiquement. Les autres méthodes sont pour des gestionnaires de paye et peuvent être utilisées dans certains cas, à condition, bien sûr, qu'ils soient plus favorables que celle-ci. Alors, la formule, c'est le salaire de base. Donc ça, c'est pour toutes les méthodes d'absence. D'accord? Retenez bien. Je dois retirer de l'argent à un salarié parce qu'il a été absent une journée. La question, c'est combien est-ce que je lui retire? Je prends le salaire de base que je multiplie par le nombre d'heures qu'il a eu d'absence, okay, que je divise par le nombre d'heures qu'il aurait dû faire s'il avait travaillé tout le mois. Un exemple. Étienne, il gagne 2 000 € brut de salaire de base pour un 35 heures. Très bien, classique. Au mois de janvier 2022, par exemple, il a eu une journée d'absence injustifiée le 3. D'accord? Donc, il a manqué 7 heures. La démarche à suivre, c'est d'aller regarder en janvier combien d'heures il aurait dû travailler. En janvier, si je regarde le nombre de jours, il y a 21 jours de travail. Il aurait dû travailler 147 heures. Okay? Donc, il y a 21 jours de travail en janvier. Il travaille 7 heures par jour parce qu'il est aux 35 heures. Il aurait dû donc travailler 147 heures. La méthode, c'est celle-là. Salaire de base fois heure d'absence divisé par le nombre d'heures réelles du mois. Donc, 2 000 € fois 7 divisé par 147. Ça veut dire qu'en janvier, pour une journée d'absence, je dois retirer de son salaire 95,23 €. Donc, pour une journée d'absence en janvier, je dois retirer 95,23 €. Si il a la même absence, donc effectivement, en février, pour que vous constatiez la différence. En février, il a quand même toujours manqué, une seule journée. Donc, le nombre d'heures d'absence est le même. Sauf que février est un mois avec moins de jours. Donc, en février, il n'aurait pas dû travailler, s'il avait travaillé tout le mois, 147 heures, mais 140. Donc, la formule est la même, salaire de base, fois heure d'absence, il a toujours été absent 7 heures, divisé par le nombre d'heures qu'il aurait dû faire dans le mois. En février, il y a 20 jours de travail. Voilà, 20 jours ouvrés, on va dire. 20 jours de travail, s'il travaille du lundi au vendredi. Donc, 2000 fois 7, divisé par 140. Ça veut dire qu'en février, je lui retire 100 €. Donc, remarquez que si Étienne est absent un jour en janvier, il perd 95 €. S'il est absent un jour en février, il perd 100 €. Pourquoi? Parce que cette méthode nous demande de prendre en considération le mois. Donc, effectivement, ça va un peu à l'encontre du principe de mensualisation. Le principe de mensualisation, c'est que les heures de travail sont lissées sur l'année. On travaille toujours 151,67 €, sur la fiche de paye. Alors que les absences, pour le coup, elles doivent être rapprochées du mois. Effectivement, une absence en février n'a pas le même impact qu'une absence en janvier. Et c'est pour ça qu'on doit faire cette méthode-là. Donc, c'est la seule méthode, comme je vous le disais, parmi plein de formules différentes. D'accord? Il y a 8 méthodes en tout pour retenir des absences. Mais pour le coup, pour les absences telles que celle-ci, les absences injustifiées, c'est les retards, c'est celle que l'on appliquera toujours. C'est celle qui est validée par la Cour de cassation. Donc, salaire mensuel fois heure d'absence divisé par l'horaire réel de travail du mois, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'il aurait dû travailler s'il avait travaillé tout le mois. OK? J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Super. Alors, on va faire un petit exercice du coup. On va prendre le cas de Juliette. Juliette, elle gagne 3 200 € par mois pour un 35 heures. Okay. Elle vient de commencer aujourd'hui, le 27 juin. Donc, ce n'est pas une absence volontaire, c'est ce qu'on appelle une absence pour entrer en cours de mois. Elle vient rentrer dans le mois. Donc, effectivement, nous, on fait les fiches de paie. Mais décidément, on fait les fiches de paie au moins le mois. Donc là, on s'apprête à faire la fiche de paie du mois de juin et on ne va pas lui payer le mois complet. Hein, on ne peut pas lui payer 3 200 € alors qu'elle a commencé qu'à la fin du mois. Elle a eu des absences par le fait qu'elle n'a pas commencé le premier jour du mois de juin. Donc, la méthode, c'est la même. Première chose à faire, je dois regarder le nombre de jours de travail en juin. Donc, en juin, il y a 22 jours de travail. Elle travaille 7 heures par jour, ça fait 154 heures. OK? Elle a donc été absente du 1er au 26, puisqu'elle n'a commencé que le 27.
Donc, elle a été absente 18 jours, soit 126 heures, à raison de 7 heures par jour. On fait la méthode. Salaire mensuel fois heure d'absence divisé par l'horaire du mois. 3200 fois 126 divisé par 154. Ça fait 2618,18. Il manque un petit 8 ici. Je dois donc retirer de son salaire 2618 euros, 18. D'accord? C'est ce que je retire de son salaire pour son absence. C'est la part qui correspond à l'argent pour l'absence. Je vous refais un petit dernier exemple. Emma, elle gagne 2000 euros par mois. Au mois d'octobre, aujourd'hui, elle a été absente en après-midi, donc 3h30. OK? Donc, en octobre, il y a 21 jours de travail. Je prends mon calendrier, je regarde 21 jours de travail. Jours fériés compris, on les comprend. 21 jours de travail, ça fait 147 heures. Elle a été absente 3h30. Donc, 2000 fois 3h30 divisé par 147, ça fait 47,62 euros. Je dois retirer de son salaire 47,62 euros. D'accord? Donc, 2000 moins 47,62 euros. Ce qui fait que je vais payer Juliette 1952,38 euros. Ça, c'était une première chose, ce qu'on appelle les absences classiques. Les congés payés. Les congés payés avec une grosse erreur faite par beaucoup de monde pour les congés payés. Les congés payés, pour le coup, il y a quelque chose qui est dit qui veut que quand on est en congé, on est censé être rémunéré plus que quand on n'est pas en congé. Alors, c'est assez absurde et ça parle à peu de gens. Mais effectivement, lorsque vous êtes en congé, et je ne parle pas de prime de vacances ou de prime de congé payé ou autre, je dis juste que par le fait que vous soyez en congé, votre indemnité de congé payé est censée être supérieure à votre salaire. On va voir comment. Donc, effectivement, les congés payés sont des absences qui doivent être déduites du bulletin de paye et qui sont, donc on a une absence, on déduit, on retire de l'argent du salaire parce qu'il y a une absence et je lui donne une indemnité compensatrice de congé payé. Quand je suis en congé, ce n'est pas du salaire que je reçois, c'est une indemnité. Parce qu'il y a une suspension du contrat de travail, c'est-à-dire que je ne travaille plus. Du coup, si je ne travaille pas, je n'ai pas de salaire. C'est la base, c'est la base du contrat de travail. J'effectue un travail pour un salaire. En revanche, si l'absence que j'ai rentre dans une certaine catégorie, je peux recevoir une indemnité, une gratification, une indemnité de la sécurité sociale, une indemnité de congé payé, un maintien de salaire, mais jamais du salaire à proprement parler. C'est de la verbatim, c'est vraiment du vocabulaire. Donc, dans un congé payé, on va voir un retrait. Tout à l'heure, là, on vient de voir la formule pour retirer des absences classiques. En revanche, pour les congés payés, on n'effectue pas un retrait en heures. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 8 méthodes de calcul, que majoritairement, on utilisait celle-ci. Pour les congés payés, pour le coup, on utilisera celle des jours ouvrés ou jours ouvrables. Donc, au lieu d'être salaire de base fois heure d'absence divisé par l'heure du mois, ce sera salaire de base fois jour d'absence divisé par le jour ouvré moyen. Donc là, on fait une méthode moyenne pour le coup. Si on vous dit qu'il y a 151h67 par mois, 151h67 à raison de 7 heures par jour, ça fait 21,67. Donc effectivement, on estime qu'en moyenne, dans un mois, il y a 21 jours 67. Okay, il y a des mois à 20 jours, des mois à 22 jours ouvrés, des mois à 21, des mois à 23. En moyenne, sur l'année, ça fait 21 jours 67. C'est un chiffre à apprendre par cœur. C'est l'équivalent du 151h67, mais en jour. Donc, soit on est en jour ouvré, soit on est en jour ouvrable, 26. C'est plus rare. Souvent, on fait les méthodes en jour ouvré sur les congés payés. Moi, en tant que DRH, j'ai toujours appliqué la méthode des jours ouvrés parce que je trouve que les jours ouvrés parlent plus aux salariés. Je trouve que dès que vous commencez à parler en jour ouvrable, que vous devez décompter des samedis pour quand le salarié n'est pas là, etc., c'est toujours un peu flou. Donc, je préfère utiliser la méthode des jours ouvrés. Mais tout dépend de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et de ce qu'ils ont choisi. Donc, d'abord, on lui retire une absence. Je lui retire une absence en appliquant cette formule-là. D'accord? Et après, je dois rajouter une indemnité de congé payé. Alors, l'indemnité de congé payé, c'est complexe. Ce qu'il faut faire, il faut regarder. Il y a deux méthodes. Il faut comparer deux méthodes. Mais premièrement, la première méthode, c'est celle qu'on appelle la méthode du 1/10. On va devoir regarder l'ensemble des salaires que le salarié a perçus pendant la période d'acquisition des congés payés utilisés. Je m'explique. Le salarié pose des congés payés.
aujourd'hui. Tiens, on est en octobre. Il pose des congés. Ces congés, il les a acquis pendant une certaine période. Je vous rappelle que la période d'acquisition des congés, c'est du 1er juin au 31 mai. Je dois regarder l'ensemble des salaires qu'il a perçus entre le 1er juin et le 31 mai, pendant la période d'acquisition de ses congés payés. Donc, ça fait 12 mois. Je regarde, j'additionne ces 12 mois de salaire et ensuite, je le divise par 10. OK? Ça nous donnera une enveloppe pour tous ces congés payés. Mais je t'expliquerai juste après. Alors, on a un salarié qui part en congé payé. Alors, Maria, elle prend 5 jours de congé au mois d'août. OK? Donc, on veut savoir, là, on va établir son haut de bulletin. On va établir le haut du bulletin de salaire. Maria, elle gagne de base 2500 €. C'est son salaire. Alors, des fois, elle a des... Voilà, on voit qu'en août 2021, elle a reçu 2750. Des fois, elle a eu des absences qui ont peut-être fait qu'elle a été payée moins. Non, il n'y en a pas. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des heures sup, peut-être qu'il y a eu des petites primes, j'en sais rien. Effectivement, là, je vous ai donné 12 mois de salaire sur la période de référence, donc de juin 2021 en mai 2022. On est d'accord que si Maria prend des congés au mois d'août 2022, si elle travaille depuis un certain temps, en tout cas, ce sont des congés qu'elle a acquis de la période de référence de juin 2021 à mai 2022. Première chose à faire, on nous dit, on retire, on fait une retenue pour absence. Hyper important, hyper important. Vous devez toujours marquer les dates d'absence sur votre fiche de paie. Toujours. Donc, combien est-ce que je retire? Alors, on a dit que la formule, c'était salaire de base fois jour ouvré d'absence que je divise par 21,67. OK? Donc, 2500, son salaire de base, fois 5 jours, parce qu'elle a pris 5 jours de congé, que je divise par 21,67. Donc, ça nous fait 578,86. Ça, c'est combien je retire de son salaire. D'accord? Maintenant, la question, c'est combien est-ce que je lui indemnise? Combien est-ce que je vais donner? Je vais lui donner de l'argent pour l'indemniser parce qu'elle est en congé payé. Alors, je dois appliquer deux méthodes. Premièrement, on va faire la méthode du 1/10. La méthode du 1/10, ça veut dire que j'additionne les 12 mois de la période de référence. Hop là, les 12 mois de salaire qui sont ici. Ça nous donne 30 710 €. Ce 30 710 € par la méthode du 1/10, je dois le diviser par 10. Parce qu'on appelle ça la méthode du 1/10. Il n'y a pas de débat. Si on le divise par 10, c'est toujours comme ça. Ce qui nous donne 3 071 €. Je vous disais tout à l'heure que l'ensemble des rémunérations de la période de 12 mois qu'on divisait par 10 pour la méthode du 1/10 était un peu ce qu'on appelait une enveloppe. Donc, c'est-à-dire que là, elle a droit à 3 071 € pour ses 25 jours de congé. On est d'accord qu'on a 5 semaines de congé par an. Maria aussi ne déroge pas à la règle. Du coup, pour l'ensemble de ses congés payés, pour ses 25 jours de congé, Maria a droit à 3 071 € d'indemnité. C'est-à-dire que si Maria prenait ses 25 jours d'affilée, on lui donnerait 3 071 €. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Donc, on va le rapprocher en jours. 3 071 que je divise par 25 pour avoir un montant en jours, ça nous donne 122,84 €. Ces 122,84 € sont versés par jour. Elle a pris 5 jours, ce qui fait 614,20 €. Donc, parce que Maria est en congé, je lui ai retiré une absence selon la méthode des jours ouvrés que vous avez en beige sur l'écran. Et je l'indemnise selon la méthode du 1/10. Donc, on doit comparer la méthode du 1/10 ou le maintien de salaire. Le maintien de salaire, c'est juste un principe qui dit que je lui redonne la même chose que ce que je lui ai enlevé. Bon, ben là, on voit bien que c'est plus favorable à elle de lui donner 614 € plutôt que de lui donner 576. Donc, forcément, la méthode du 1/10 est plus favorable ici. C'est rarement le maintien de salaire que vous appliquerez. Vous appliquerez le maintien de salaire notamment si elle vient d'avoir une augmentation, que son salaire a augmenté il n'y a pas longtemps et que les 12 mois de la période de référence avaient des salaires inférieurs. Mais c'est rarement un cas de figure. Donc, salaire de base, on fait une retenue sur absence. Je lui retire de l'argent. Je lui retire 576 € parce que j'applique la méthode salaire de base, jour ouvré d'absence divisé par 21,67. Et derrière, je lui indemnise le congé payé. Comment? Premièrement, je fais l'addition des 12 mois de la période de référence. Je divise par 10, parce que ça s'appelle la méthode du 1/10. Le chiffre que j'obtiens, 3 071, correspond à une enveloppe pour l'ensemble de ces congés payés, pour 25 jours. Donc, 3 071 divisé par 25, ça nous donne 122,84 € par jour de congé. D'accord? Et effectivement, je multiplie par 5 pour l'avoir. Parce qu'elle est partie 5 jours.
N'hésitez pas à reprendre cette vidéo si vous êtes en replay pour la regarder directement. Allez, la maladie. Quand un salarié est malade, il reçoit de l'argent. Il reçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, communément appelées les IJSS. C'est un fait. Sauf que, à partir du moment où le salarié a une certaine ancienneté, on va en parler bientôt, a une certaine ancienneté, oui, effectivement, je regardais l'écran et pas la caméra. Bon, on voulait pas. On doit faire ce qu'on appelle un maintien de salaire et on doit pratiquer la subrogation. Alors, la subrogation, qu'est-ce que c'est? La subrogation, c'est le fait que l'employeur reçoive à la place du salarié l'argent de la Sécu, d'accord? Et le reverse au salarié sur sa fiche de paye dans le maintien de salaire. Donc, il complète le salaire, mais en même temps, il donne ce que la Sécu a donné. Ça permet au salarié de pas avoir un petit peu d'argent de la Sécu et un petit peu d'argent de l'employeur, juste une seule fiche de paye avec toutes les informations. Et ça permet à l'employeur d'être sûr du montant que la Sécu verse au salarié, parce que ça a un impact. Alors là, on rentre dans des choses complexes. Les congés payés aussi, je ne vais pas vous mentir. Pour les assistants RH, je ne vous demande pas de devoir tout maîtriser. Je vous demande juste de comprendre les mécaniques en paye pour pouvoir expliquer un petit peu à un salarié pourquoi, quand il est en congé payé, il est payé plus. Parce que c'est un principe légal qui dit qu'on doit prendre la méthode du 1/10 et qu'il y a une méthode plus favorable. Combien il va être payé quand il sera en arrêt maladie? Ce sont des questions que les salariés vont avoir. Je ne vous demande pas de faire une fiche de paye. Je vous demande de comprendre les principes pour pouvoir les expliquer aux salariés. Allez. Effectivement, quand il y a un salarié en arrêt maladie, on fait un maintien de salaire. D'accord? C'est une obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire de son employé en cas de maladie. D'accord? Alors, combien est-ce que je continue de lui verser? Tout dépend de son ancienneté. Effectivement, à partir du moment où il a 1 an d'ancienneté, je suis obligé de compléter, de faire un maintien de salaire. Je dois compléter à hauteur de 90% pour 30 jours, s'il a par exemple 2 ans d'ancienneté. Je dois compléter à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours de son arrêt. Et après, 66% pendant les 30 jours suivants. D'accord? Ça, voilà. Donc, s'il a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il a droit à 60 jours d'indemnité de maintien de salaire, 30 premiers jours à 90% et les 30 jours suivants à 66%. Si en revanche, il a 32 ans d'ancienneté, il aura droit à 90 jours d'arrêt maladie à 90% de son salaire brut, donc une baisse de 10% seulement, et après encore 90% à 66%. Donc en gros, lui a droit à 180 jours de maintien de salaire. Dans la plupart, rappel, effectivement, l'employeur a un délai de carence de 7 jours, sauf disposition conventionnelle plus favorable, bien sûr, ce qui est le cas majoritairement, on va en parler bientôt, mais dans la plupart des conventions collectives, il est dit que l'employeur complète dès le premier jour d'absence. Mais d'une manière générale, l'employeur a 7 jours de carence, donc il complète l'arrêt maladie qu'à partir du 8e jour. La sécurité sociale, elle a un délai de carence de 3 jours. Donc la sécurité sociale, si vous êtes malade que 4 jours, elle vous en paiera qu'un seul. Si vous êtes malade 2 jours, la sécu, vous n'aurez rien. C'est le principe. Le délai de carence s'appliquera à tous les nouveaux arrêts de travail. D'accord? Sauf si le salarié a été malade 6 mois, il est revenu 1 jour, il est remalade 6 mois. Si le temps de travail n'a pas dépassé 48 heures entre les 2 arrêts, on estime qu'il n'y a pas de délai de carence pour la sécu. Et si jamais on est sur des arrêts de travail successifs suite à une maladie longue durée. Pour aujourd'hui, pour les exercices, pour la démonstration que je vais vous faire, je veux faire quelque chose de simple. On va partir sur une des conventions, enfin sur la plupart des conventions collectives. La plupart des conventions collectives aujourd'hui prévoient même un maintien de salaire à 100%, d'accord? Pour les salariés qui ont au moins 1 an d'ancienneté. C'est ce que vous verrez dans la Syntec, la banque, les organismes de formation, le personnel des avocats, la métallurgie, les fleuristes, etc. Dans la plupart des conventions collectives, il est dit que dès que le salarié est en arrêt de travail, on complète à 100%. Donc, je ne vais pas m'occuper des 90%, des 8 jours de carence, etc. Je vais juste partir sur un principe, des 7 jours de carence, pardon. Je vais juste partir sur un principe. Le salarié est malade, on complète son salaire. Comment ça se passe? Premièrement, je lui retire une absence. D'accord? Pareil. Toujours. Je lui remets cette absence. Donc, il est absent 2 heures, je lui enlève 50 €.
Non, pas 2 heures. Il ne pourrait pas être en maladie pendant 2 heures. Allez, il est malade une semaine. Je lui enlève 1 000 euros. Je lui remets les 1 000 euros. Alors, c'est quoi le principe? Pourquoi est-ce qu'on enlève 1 000 euros, on remet 1 000 euros? C'est juste que chaque case de votre bulletin de paie correspond à une déclaration derrière. Ce qu'on appelle la DSN correspond à une déclaration derrière. Et chaque information va à un organisme. Et du coup, si vous ne mettez pas la case absence, je retire 1 000 euros, l'information comme quoi vous avez fait un retrait ne part pas à la sécurité sociale. Donc, ils n'ont pas l'information qu'il était malade. Vous avez fait une attestation de salaire, bien sûr, mais ils n'ont pas l'information qu'il y a eu une retenue sur salaire. D'accord? Donc, on mettra toujours un retrait, une absence, et j'indemnise cette absence. Le montant brut des IJSS est retiré. Hyper important. L'employeur va recevoir de la part de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il va recevoir l'argent qui correspond à ce que la sécu aurait dû verser aux salariés. Je le retire, ce montant-là, du salaire brut. D'accord? On va voir pourquoi. Donc, principalement pour qu'il ne soit pas soumis à des cotisations. Parce que si vous le laissez dans le salaire brut, imaginez vous êtes malade 4 jours. La sécu vous donne un seul jour d'IJSS, pour le coup, elle a 3 jours de carence, elle vous donne 40 euros. Si le montant que l'employeur reçoit, les 40 euros que l'employeur reçoit, si vous les mettez dans le brut, si vous les laissez dans le brut, il va payer des cotisations. Il va payer 20% de cotisations dessus. Sauf que cet argent-là n'est pas soumis à cotisation. Pas toutes. Donc, on le retire du brut. Retenez le principe. Donc, par exemple, là, j'ai un salarié qui a un salaire de base à 1 500 euros. Oui, c'est en dessous du SMIC. Juste que je vais avec mes exercices. Voilà. Salaire de base à 1 500 euros. Je lui retire 571 euros parce qu'il est absent. Une semaine, on va dire. Ou 10 jours. J'en sais rien. Je lui remets ces 571. Donc, c'est vraiment ce que c'est vraiment je maintiens le salaire, quoi. Je lui retire son salaire, je lui remets le salaire. Ça, c'est un maintien de salaire à 100%. C'est la chose que vous verrez le plus communément. La sécurité sociale me verse à moi, employeur, parce que j'ai demandé la subrogation, 172 euros, d'accord, d'indemnité de sécu. Donc, ce qui veut dire que moi, je complète la différence. Hein. Moi, employeur, je mets 400 euros de ma poche, quand même, parce qu'il est en arrêt maladie. Important aussi de le souligner. Ces 172 euros-là, je les retire du brut. Donc, 1500 moins 172 euros. D'accord? Ce qui me donne 1327,45. Donc, le salarié va payer ses cotisations sur son brut. Il va payer des cotisations sur 1327,45. Sauf que l'argent que j'ai reçu de la Sécu, il faut que je le donne au salarié. Je ne le garde pas. Donc, les IJSS que j'ai reçus de la Sécu, je lui donne, mais ce qu'on appelle en bas de bulletin, en positif en bas de bulletin. Sauf qu'entre-temps, on est passé en IJSS net. J'ai dû enlever la CSG et la CRDS. Alors, la CSG et la CRDS, pour les IJSS, elle a un taux de 6,70. Ah, hey. Attention, je sais, vous n'êtes pas tous gestionnaires de paye. Je précise juste les grandes lignes pour que vous ayez cette connaissance-là. Mais effectivement, on rajoute les IJSS. Donc là, la Sécu nous les verse en brut. Sauf que les IJSS sont en revenu, hein, comme les pensions de retraite, comme le salaire, comme quand vous êtes inscrit chez Pôle emploi, les indemnités de chômage. Et tout revenu est soumis à la CSG et CRDS, contribution sociale générale et contribution de remboursement de la dette sociale. Donc tous ces revenus-là sont soumis à CSG et CRDS. Donc je dois retirer 6,70% du brut, des IJSS bruts que m'a donné la Sécu. Et donc, moi, ce que je donne aux salariés, c'est pas 172 euros, mais c'est 160,99. Parce que je vais donner 12 euros à peu près de CSG et CRDS à l'URSSAF pour le compte du salarié. On en refait ensemble? Allez. Alors, je l'ai pas fait, celui-là, j'ai pas de correction. Donc, on va le faire ensemble. J'ai un salarié qui perçoit 2 200 euros par mois. OK. Il gagne 35 euros. Très bien. Cotisation classique, 21%. On ne va pas s'amuser à calculer toutes les lignes de cotisation. Là, on va dire 21%. Au mois de janvier, il est malade du 4 au 19 janvier. Alors, combien est-ce que je lui retire? Donc, je prends mon petit calendrier. D'accord? Vous n'allez peut-être pas le voir qui apparaît. Mais du 4 au 19, méthode des heures réelles. Je ne vous embrouille pas.
il a été absent 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a été absent 12 jours, du coup, 12 jours de travail qui manquent, à raison de 7 heures par jour, ça fait 84 heures. Salaire de base, fois en absence, divisé par le nombre d'heures qu'il aurait dû faire s'il avait travaillé tout le mois. En janvier, je reprends mon petit calendrier. En janvier, il y avait 21 jours de travail, 21 fois 7, 147. Donc, ça fait 1700 fois 84 divisé par 147. Donc, je dois lui retirer 971,42 €. D'accord? Je le retire. Sauf que je fais un maintien de salaire, c'est-à-dire que, on va dire qu'il est là depuis plus d'1 an, il a plus d'1 an d'ancienneté, on est dans la convention collective de la banque, je lui paye. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'employeur, il est généreux, il n'a pas le choix de toute façon, c'est la convention collective. Il est malade, je le retire, mais je fais un maintien de salaire, je lui repaye. Donc, c'est le même montant, pas de formule, rien, c'est le même montant. D'accord? Donc, je vous mets à chaque fois ici les formules que j'utilise et les résultats que vous avez. Les IJSS. Alors, je vous rappelle que si vous avez bien suivi les cours d'administration du personnel, les IJSS, c'est les 3 derniers mois de salaire. On va dire qu'il a gagné 1 700 € par mois. Ouais. Les 3 derniers mois de salaire que je divise par 91,25, parce qu'il y a 91,25 jours calendaires sur 3 mois, à hauteur de 50%. Je vous rappelle des souvenirs. Les 700 fois 3, divisé par 91,25 fois 50%. Donc là, c'est Q. Une petite erreur de calcul. 1700 fois 3, 5100, divisé par 91,25, 55,89, je préfère, fois 50%. Donc ça fait 27,94 SS par jour calendaire d'absence. Sauf que je rappelle que la Sécu a un jour d'absence, un jour de carence de 3 jours. Donc il a été absent du 4 au 19. Je reprends mon calendrier. Il a été absent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 7, 13, 14, 15, 16. Il a été absent 16 jours. Donc la Sécu lui indemnise que 13 jours, 16 moins 3. Celui-là, je n'écris pas. Donc 27,94 fois 13 jours que la Sécu indemnise, ça fait 363,28 €. 28, ça ne veut rien dire. 28. Ça, c'est les IGSS. Ceux-là, on a dit, on les retirait, d'accord? Je les mets en moins. Et donc, il y a moins 363,28 € pour ce salarié-là. Raté. Moins 363,28 € pour ce salarié-là. Ce qui fait que son salaire brut sera de 1336,71. Donc, c'est 1700 moins 971 plus 971, ça revient à 1700. 1700 moins 363. Donc, il va payer des cotisations seulement sur 1336,71. Pour simplifier la paye, je dis juste qu'il paye 21% de cotisation sur le brut. C'est grossier, mais c'est à peu près ça. Donc, il va payer 280,70 € de cotisation. C'est bien des cotisations, elle est déduite de son salaire brut pour arriver au salaire net. Tout le monde est d'accord avec moi? C'est une vidéo, je ne vous entends pas. Je vais partir du principe que oui. Donc là, son salaire devrait être de 1056 € si je reste là-dessus. Sauf que je dois lui rendre les IJSS. Enfin, c'est-à-dire que là, je suis l'employeur. Alors certes, j'ai fait le maintien de salaire, mais les IJSS qu'il a reçus de la Sécu, je les ai retirés du brut pour pas qu'il paye de cotisation. Mais effectivement, il faut quand même que je lui rende au salarié. Donc, il avait 363,28 €. De ces 363,28 €, je retire 6,70%. Ce qui me fait 338,94 €. Ces 338,94 €, pour le coup, eux, sont bien en positif. D'accord? C'est bien de l'argent que je donne au salarié. Donc là, je lui ai retiré. Et là, je lui donne. Ce qui fait que son brut n'est pas de 1056, mais de... Attends, on va faire les vrais calculs. 1366,71. Moins 280,70. Plus, vous l'avez dit, 338,94. 1394,95. Donc là, ce salarié gagne 1394,95 €. C'est pas inné, pas vous mentir.
Hein. La paye, c'est quelque chose de complexe, mais qui est très intéressant. Vous le savez, 70% des fiches de paie sont fausses en France aujourd'hui, mais parce que avec toutes ces règles, etc., c'est pas évident. Et pas tout le monde est gestionnaire de paye, et beaucoup de comptables font des payes sans pour autant avoir, voilà, ils ont les bases et ils pensent que le logiciel fait tout, sauf que le logiciel ne fait pas. Pour rappel, on a vu trois méthodes. On a vu le salaire qu'on doit retirer du salarié quand il est absent parce qu'il a été absent quelques heures ou parce qu'il est absent parce qu'il a manqué des journées. Ou, voilà. Tout type d'absence en général, sauf les congés payés. Donc, c'est salaire de base, fois heure d'absence qu'on divise par le nombre d'heures qu'il aurait dû faire dans le mois. Après, on a vu les congés payés. Les congés payés, je lui retire du salaire. Salaire de base fois jour d'absence divisé par jour ouvré, 21,67. Et je lui indemnise avec l'indemnité de congé payé qui doit être égale à 1/10 de l'ensemble des salaires qu'il a perçus pendant les 12 mois de la période de référence des congés. Et après, on a vu les arrêts maladie, où pour le coup, on doit faire un maintien de salaire. Donc, on a vu le maintien de salaire à 100% pour l'instant, mais on va rester là. Le maintien de salaire, donc je retire du salaire parce qu'il était absent. Je lui remets le salaire parce que je fais un maintien de salaire. J'enlève les IJSS que je reçois de la sécurité sociale dans le brut, parce que sinon, il paierait les cotisations dessus. Et je lui remets en IJSS net en bas de bulletin. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère que, en tout cas, vous y voyez un petit peu plus clair ou que ça a pu vous aider. À bientôt.